Bonjour, je suis Gilbert Dawet des éditions Avatar. Aujourd'hui, pour notre nouvelle émission de Café Noir, à notre regard sur le monde, je suis avec André Archambault, qui est un auteur et commentateur politique qui vit en Amérique du Nord. Aujourd'hui, notre émission s'intitule Présidentielle américaine de 2024, changement de régime. Alors, ça bouge pas mal aux États-Unis, elle est un peu longue. Il y a eu des révélations Twitter, il y a maintenant le rapport Durham sur la Russiagate, ou plus exactement le Spygate. Il y a eu l'affaire Tucker Carlson de Fox News et l'échec commercial croissant des grands médias. Il y a eu le demi-échec des élections législatives dont tu nous avais parlé à l'émission précédente de Café Noir. Il y a la guerre américano-russe et il y a désormais élection de 2024 oblige la question du trumpisme ou avec ou sans Trump. Or, à en croire les médias, tout va très bien. Pourquoi parler de changement de régime aux États-Unis, André? Bien, merci Gilbert. Écoute, on est en train probablement de passer d'un changement de régime à un autre, puisqu'on est en train de vivre un changement de régime à petite vitesse depuis l'apparition d'Obama aux États-Unis, qui a complètement changé la donne, la carte, les jeux politiques, les stratégies, qui a transformé le champ de bataille en champ culturel, en guerre culturelle et non pas en guerre économique, comme c'était le cas avant l'époque Obama aux États-Unis. Alors, il est certain que cette réécriture par Obama des États-Unis et par les démocrates de la nouvelle génération Obama a été interrompue par un accident de l'histoire, comme ça arrive, avec l'élection de Trump en 2016, qui a véritablement représenté une anomalie qui a empêché finalement le processus de transformation complète de la société américaine sous l'angle de l'intersectionnalité, c'est-à-dire toutes ces micro-catégories de victimes qui font maintenant le jeu de la politique, comme d'ailleurs du business des grandes entreprises. Donc Trump est arrivé là-dedans, a été comme un chien dans un jeu de quilles, les quilles de l'oligarchie qui ne pouvaient pas avancer dans leur projet. Et ce qui est intéressant, c'est que le régime post-Obama a tout fait pour mettre Trump à la porte, le neutraliser, le persécuter. Ça a été une espèce de coup d'État rampant, on pourrait dire, en tout cas c'est ce que disent les supporters de Trump, qui jusqu'à présent était taxé de complotisme. Quand on disait ça, c'était considéré comme une espèce de folie complètement folklorique. Mais la réalité, c'est qu'on s'est aperçu qu'avant son élection, pendant son élection, pour sa deuxième réélection, l'individu, indépendamment de ses qualités et de ses défauts, parce qu'il n'était pas membre du club de l'oligarchie, a fait l'objet d'attaques absolument invraisemblables destinées à le destituer, purement et simplement. Alors, ça a eu un effet secondaire, malgré tout assez grave, c'est que c'était la première fois, je ne compte pas John Fitzgerald Kennedy parce qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé avec John Fitzgerald Kennedy, mais ça a été vraiment la première fois que tout le système répressif, le système bureaucratique, le système médiatique s'est mis en branle pour changer un gouvernement à l'intérieur du pays par des voies qui étaient à la limite de l'illégalité, utilisant finalement toutes les vieilles techniques des renversements de républiques bananières en Amérique du Sud ou de changement de régime à l'extérieur. C'est la première fois qu'on avait tenté à l'intérieur un changement de régime avec, en voulant sortir Trump. Alors, ça veut dire que cette observation devient maintenant vraisemblable parce qu'il y a eu le rapport Durham qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est une montagne qui a accouché d'une souris pour ceux qui s'attendaient à ce qu'il y ait des têtes qui tombent, mais en même temps, c'est sur 300 pages écrit, confirmé et revalidé l'idée qu'effectivement l'appareil d'État et notamment les services de renseignement ont fait ami-ami avec un parti politique pour destituer un président dont l'élection n'avait pas plu à l'establishment. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant parce que c'est assez détaillé et on va pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas ça le problème. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu plusieurs coups de bélier dans la porte du changement de régime obamien. C'est qu'il y a eu bien sûr cette affaire Trump, il y a eu l'affaire Durham, il y a eu l'affaire Tucker Carlson dont tu parlais tout à fait, mais on va pas en parler aujourd'hui puisqu'il a créé la révolution dans le paysage médiatique et on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il est en train de préparer. Et il y a eu effectivement donc tout un scénario qui est bien mis à mal, parce que quand Trump a été viré en 2020, il y a eu toute une orchestration hollywoodienne sur le thème, il y a des insurrectionnistes,
Trump a voulu faire un coup d'État parce qu'il n'était pas content de ses résultats électoraux. Les électeurs de Trump sont des gens qui méritent d'être destitués eux-mêmes et d'être éradiqués du système politique normal. Il faut donc effectivement vaincre tous les autoritaires comme Trump, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Hongrie, qu'ils soient en Russie, qu'ils soient en Turquie. Il y a une coalition des mouvements autoritaires qui sont absolument dangereux pour les États-Unis. Et le but, c'était donc de présenter à l'élection de 2024 la sagesse de Joe Biden et son ou sa vice-présidente contre un insurrectionniste, qu'il soit Trump ou pas Trump, puisqu'il y avait une assimilation de tous les républicains au Trumpisme. Alors, ceci est mis à mal à cause de tout ce qui vient de se passer. Alors, effectivement, l'arroseur est arrosé. On découvre maintenant qu'il y avait aussi des comploteurs qui étaient en train d'essayer de se débarrasser de Trump et d'essayer de se débarrasser de la démocratie. Alors, le procureur Durham a effectivement mis 4 ans pour écrire un dossier à charge sur le FBI et accessoirement les agences d'espionnage et de contre-espionnage. Maintenant qu'on sait ce qu'a fait l'État profond, les questions fondamentales demeurent. Qui a donné l'ordre pour annuler l'élection de Trump et le persécuter? Et comment la justice pourra être rendue? Est-ce que le système le permettra? Faut-il un changement de régime? Alors effectivement, ce sont des questions, il ne faut pas se faire d'illusions. Dans le cadre actuel du système tel qu'il fonctionne, où la bureaucratie, le ministère de la Justice, le FBI, les agences de renseignement sont dominés par le même appareil qui était avec Obama, qui était avec Hillary Clinton, il ne va rien se passer de favorable à Trump. Il faut être naïf pour s'imaginer que, en faisant des commissions parlementaires par-ci, ou en essayant d'identifier des coupables parmi ceux qui avaient donné l'ordre, que ce soit dans l'administration Obama ou même dans l'administration de Trump, mais qui n'obéissait pas à l'administration Trump, il faut se faire des illusions que ça va marcher comme ça. Le système ne permettra pas de rendre la justice. Et donc, effectivement, ça veut dire qu'il y a d'autres règles du jeu à bâtir pour essayer d'y voir clair et savoir si effectivement ça va continuer comme ça pour toujours ou pas. Et c'est vraiment, quand tu dis faudra-t-il un changement de régime, je crois que maintenant, l'idée commence à être utilisée puisqu'il s'agit tout simplement de passer du système post-constitutionnel d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, ce qui existe aux États-Unis, c'est plus la Constitution à la papa, c'est un système dirigé par des valeurs, dit-on, qui sont des normes qui sont supérieures à la Constitution. Et certains, d'ailleurs, pourraient dire avec boutade qu'un jour, peut-être que dans ce système, la Constitution américaine sera elle-même jugée inconstitutionnelle parce qu'elle a été écrite par des gens qui possédaient des plantations et des esclaves. Donc, effectivement, ce genre de logique, de normes supérieures à la Constitution, c'est ce qui fait les États-Unis d'aujourd'hui. C'est aussi ce qui fait que ça a permis tous ces abus vis-à-vis de l'administration Trump, qui, il faut bien le dire, s'est donné plein de bâtons pour se faire battre. Mais ce n'est pas là la question. Là, c'est vraiment le principe de savoir si oui ou non quelqu'un qui ne fait pas partie du club va se faire jeter. Alors, effectivement, ce système post-constitutionnel va-t-il être remplacé par un nouveau régime qui va être un système néo-constitutionnel? Quand on entend les déclarations des uns et des autres, Trump a fait des déclarations là-dessus, DeSantis aussi, et d'autres candidats aussi, qui montrent qu'effectivement, maintenant, il n'y a pas juste le souhait de changer d'équipe pour savoir si on va bien gérer les finances de l'État et si on va bien gérer les revenus de la population, mais si effectivement, il faut revenir à un système constitutionnel fiable et une démocratie fiable et non pas un système qui marche à deux vitesses et à double saut. Quelle serait, à ton avis, la démarche à suivre? Alors, en fait, il faut déjà voir une chose, c'est que il y a matière à bâtir une belle histoire à la Hollywood, comme le font si bien les démocrates aujourd'hui, puisque la politique américaine, comme on le sait, elle est assez hollywoodienne. Il y a toujours une scénarisation constante qui fait que les gens sont pris dans le piège du narratif, comme on dit maintenant en franglais. Donc, il faut bien voir une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est une espèce de château de cartes qui peut s'écrouler, c'est-à-dire qu'au départ, il y a une totale exonération de Trump sur l'affaire russe.
Tout le monde a cru qu'il était un espion russe ou qu'il avait été placé par les Russes ou qu'il avait fait collusion avec les Russes. S'il y a bien une chose qui est claire dans le rapport Durham, c'est que ça confirme ce qui avait été fait d'ailleurs par un rapport qui est écrit par un homme de l'intérieur du ministère de la Justice, appelé Horowitz, c'est qu'effectivement, il n'y a jamais eu de collusion ou de désir de collusion. Exact. Donc, le thème de la Russie lui-même, d'ailleurs, d'une certaine façon, en prend plein les ailes parce qu'en réalité, la coalition russe ou la Russie, méchant agent qui a voulu détruire les États-Unis, en prend un petit peu aussi dans la figure. Ensuite, il faut surtout se rendre compte d'une chose, c'est que pendant toutes ces années, on a été témoin d'une injustice massive. Et ça, c'est le côté psychologique qui est très important du point de vue de la population. C'est-à-dire que, grosso modo, tous ceux qui ont participé au Russia Gate, tous ceux qui ont participé à cette histoire médiatique, j'allais dire, cette épidémie médiatique sur le Russia Gate, sur la complicité de Trump, ça s'est quand même traduit par des inculpations, ça s'est traduit par des gens qui ont perdu leur culotte. Le général Flynn, il a plus un rond. Il y a plein de gens qui ont été ruinés à devoir financer des procès. Il y a plein de gens qui ont perdu leur boulot. Et les gens ensuite, il y a eu l'insurrection du 6 janvier où les gens ont été traités comme des criminels. La plupart des gens il y a beaucoup de gens encore qui sont en prison sans avoir été jugés. Donc le marteau de la justice a frappé avec force. Pendant ce temps-là, tous ceux qui avaient bâti toute cette histoire qui a exaspéré les populations, il faut bien le dire, quand il y a eu quand Trump a perdu les élections, parce que tout le monde a pensé quand même qu'après 4 ans de lessivage médiatique et de propagande sur le Russiagate, il était un peu normal qu'il lui-même perde du poids et perde du résultat dans les élections. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces gens-là, ils se sont enrichis, ils ont tous des contrats de bouquins, ils ont tous des émissions télévisées sur Netflix, Exact. ils ont tous des postes dans les chaînes de télévision, et pendant que les uns sont ruinés, les autres prospèrent. Ceux mêmes qui d'ailleurs disent, oui, oui, effectivement, on a joué avec Trump, on l'a manipulé, etc., comme l'avait dit le gars du FBI en disant, oui, on ne s'est pas laissé avoir, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même ce sentiment qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé aux frais du contribuable par un parti politique, avec l'appui des services de l'État, avec l'appui de la bureaucratie du FBI, avec l'appui de la bureaucratie de la justice, voire même avec l'appui de la bureaucratie sanitaire, pour se débarrasser d'un individu intempestif. Et donc, ça veut dire qu'il y a véritablement une injustice sur le plan financier, ce qui mène d'ailleurs à ce moment-là à la conclusion qu'effectivement, le système ne tient plus debout. On ne peut plus faire confiance au système. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les sondages, les médias, les institutions, que de quelque nature ce soit, qu'elles soient, ça ne marche plus. Donc, la question est simple. Si tu veux réussir à obtenir justice dans un système comme ça, tu ne vas pas y arriver. Et donc, et la deuxième étape, André, quelle doit être la Oui, parce que stratégie de là, c'est ça, il y contre-attaque? a la narration, puis après il y a l'étape. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de blogueurs, voire même d'hommes politiques, qui commencent sérieusement à poser un certain nombre de questions autour tout simplement d'une chose. Il faut attaquer là où ça fait mal. On va pas aller chercher à savoir si Obama a commis un crime de haute trahison en demandant au FBI de faire répandre un faux dossier, parce que le temps que tu arrives à le prouver, on aura atteint 80 années de délai administratif. La question est de savoir qui va payer pour les pots cassés, qui va payer financièrement ce qui s'est passé. Alors, il y a plusieurs aspects des choses, plusieurs sujets qui sont discutés. Le premier sujet, c'est de dire on a dépensé plus de 40 millions de dollars avec la commission Muller, qui est elle-même le résultat du Russia Gate, c'est-à-dire du faux rapport de Golden Shower de Donald Trump dans une chambre d'hôtel à Moscou. C'est absurde Qui cette va histoire. payer ces 40 millions que le contribuable a payé? Qui va payer? Alors effectivement, et certains disent, eh ben déjà là, il y a au civil toute une série de procès à organiser pour les protagonistes clés qui ont en permanence utilisé cette histoire pour se faire mousser au Congrès, dans les médias ou ailleurs. Donc déjà là, il y a une ardoise, il y a une autre qui va payer, on fait un collectif, un procès collectif de citoyens, qui va payer, on va les faire payer. Ça ne veut pas dire que ça va nécessairement marcher, mais ça veut dire que c'est une première
un premier axe de travail psychologique autant que financier. Le deuxième aspect, c'est recommandation de certains blogueurs aussi, c'est la diffamation. Pendant 4 ans, quand on est diffamé par les GAFAM et par les médias, ça mérite des procès qui peuvent être très lourds de conséquences. Ça peut être des procès menés par les individus qui eux-mêmes ont été diffamés. Ça peut être des procès menés par des comités de soutien qui eux-mêmes ont créé des collectifs de financement pour monter ces procès. Et ça peut être des procès qui peuvent arriver à demander des dommages et intérêts de plusieurs milliards de dollars à chaque chaîne de télé ou à quelques individus clés ou à quelques institutions clés. Donc, il ne faut pas négliger ça parce qu'aux États-Unis, c'est quand même un pays où on sort le procès comme on sortait le Colt dans le Far West. Oui, Donc, c'est pas que nécessairement quand on Europe. Donc ça, c'est quand même, c'est quelque chose, c'est une épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête de tous ceux qui ont fait joujou à vouloir martyriser Trump. Et puis, il y a aussi l'aspect fraude électorale. C'est-à-dire, est-ce que, quand on dit qu'il y a une danseuse de striptease pour laquelle on a mis 100 000 $ comme fonds qui était censé être de l'argent de financement électoral et qui n'avait pas été déclaré, est-ce qu'on a déclaré les milliards de propagande anti-Trump basée sur des fausses informations et des fausses nouvelles comme contribution électorale, en particulier avant l'élection de 2020? Là aussi, il y a toute une série de personnes qui considèrent qu'il peut y avoir des filons juridiques à mettre en œuvre. Alors tu vas me dire, c'est peut-être très théorique, mais beaucoup de gens en parlent. mais bon, déjà, c'est peut-être un peu plus, même s'il y a une implosion des médias traditionnels aux États-Unis, c'est quand même pas facile à mettre en œuvre tout ça. Non, c'est pas facile à mettre en œuvre. C'est, comme je disais, je parlais de scénarisation hollywoodienne. Tu peux toujours effectivement créer un éventail de procès possibles. Tu n'es pas obligé de tout mettre en œuvre tout de suite. Il est important, je crois, que c'est ça qui va se décider au niveau des primaires. L'opinion va avoir besoin aujourd'hui d'une clarté intentionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire le premier jour où vous allez débarquer. Alors, ceux qui vont dire oui, il faut la sécurité nationale, on va faire la guerre à la Russie, je crois qu'ils vont être mal barrés. Ceux qui disent oui, oui, il va falloir attaquer le président du FBI, etc., ou modifier les institutions, ça va pas marcher. Ce qu'il faut dire, c'est que, un, on va relancer le programme, effectivement, de réindustrialisation du pays, de contrôle des frontières, de redémocratisation et de reconstitutionnalisation de toutes les bureaucraties et de toutes les institutions étatiques. Et trois, de soumettre la politique étrangère aux impératifs de prospérité du pays. Et non pas soumettre la prospérité du pays aux impératifs de politique étrangère au service d'une certaine partie de l'oligarchie. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, dire aux gens, on ne va pas perdre notre temps à faire des enquêtes au Congrès, on ne va pas gaspiller l'argent du contribuable là-dessus, mais on va faciliter tout ce qui concerne la partie justement que je viens de décrire, à savoir toute la recherche de dommages et intérêts, toute la recherche de procès, et effectivement, ça va se mettre étape par étape. Donc ça, effectivement, ça fait partie je dirais, de la guerre psychologique à mettre en place que certains veulent mettre en place. Alors, c'est vrai que la question va se poser ensuite, qui est capable de faire ça en tant que futur président? Une tabula rasa en quelque sorte, au terme d'une Oui. crise majeure, afin de restaurer la démocratie, en fait. La réalité, c'est ça. C'est-à-dire que les gens ont faim de retour à une normale économique comme c'était le cas avant. Ils ont faim d'un retour à la prospérité plutôt que de vivre dans l'incertitude d'une guerre nucléaire ou pas nucléaire. Ils ont faim d'une sécurité à l'intérieur du pays ou sur le plan de la criminalité, comme sur le plan effectivement aussi de la protection des frontières qui sont véritablement des passoires qui laissent entrer à peu près tout et n'importe qui. Ils ont faim donc de réindustrialiser leur pays. Ils ont faim de vivre une vie où chacun a sa place et non pas où effectivement il y a une prolétarisation massive de la population par rapport à un surenrichissement massif d'une petite élite qui, elle, ne pense qu'à une seule chose, c'est utiliser l'appareil d'État américain comme société de gardiennage et de gendarmerie à l'échelle planétaire pour réaliser leur propre programmation de gouvernement mondial. Donc c'est ça le grand débat. C'est vraiment ça qui va véritablement permettre à la population de réagir dans le sens ou dans l'autre.
Alors la question qui se pose, c'est que tu as différents types de candidats républicains pour les primaires. Tu as d'ailleurs des candidats démocrates qui aussi, tu as le fils Kennedy aussi, qui lui pourrait rentrer dans ce genre de philosophie. Mais disons qu'il y a plusieurs types de candidats républicains. Tu as Donald Trump, qui est une bête de scène, on ne peut pas lui enlever ça. Son dernier show à CNN en est un Quand- témoignage. Il a été incontrôlable. Il voulait lui tendre un traquenard et en fait, il s'en est très bien sorti. Mais ce n'est qu'une bête de scène avec d'excellents instincts qui, lui, est capable, qui a été le premier à, avec des mots-clés, avec des slogans, avec des éructations, à la limite, sans arguments bien décrits et articulés, à parler des frontières, à parler de la réindustrialisation du pays, à parler de la Chine, à parler des traités commerciaux illégaux, à parler de la politique étrangère mieux partagée avec l'Europe sur le plan des dépenses, à parler de la paix perpétuelle au défaut de la guerre perpétuelle, à parler de la prospérité plutôt que de la guerre. Lui, il a su appuyer sur tous les bons boutons. Par contre, il n'a pas fait preuve quand il était président, et on peut lui dire qu'effectivement, on ne peut pas ne pas lui en vouloir nécessairement, vu le fait qu'il était complètement dans un bunker caché derrière ses sacs de sable sous le harcèlement judiciaire, médiatique et tout le reste. Mais on ne peut pas lui en vouloir de ne pas avoir été aussi efficace. Mais il s'est quand même entouré de gens qui ont fait tout le contraire de ce qu'il avait dit dans ses programmes, à quelques exceptions près. Et là, quand il se présente, va-t-il se présenter pour tout casser, que c'est ce que espèrent les démocrates. Les démocrates le favorisent une nouvelle fois, comme en 2016. Toutes ces condamnations en justice sont aussi faites pour le condamner parce que les démocrates ont peur d'une deuxième personne qui est DeSantis. Parce que si Trump n'existait pas, si DeSantis était là, s'il avait l'investiture républicaine, il passerait probablement beaucoup mieux que Biden ou quiconque d'ailleurs dans les débats présidentiels parce qu'il ne passe pas pour un excité. Il est très articulé dans son raisonnement, il est très centralisé et très focalisé. Alors le problème qu'on a maintenant pour l'avenir, c'est qu'on a deux personnalités qui risquent de se bouffer au moment des primaires, à la grande joie des démocrates, qui vont à ce moment-là, effectivement, bénéficier du processus. Ou alors, ruse de l'histoire, il va y avoir une recomposition, une entente entre tel et tel candidat des primaires qui vont faire en sorte que, effectivement, celui qui est bon pour faire à la bête de scène et tirer la machine va s'allier avec ceux qui sont bons pour apporter de la constance dans l'effort ou apporter justement ces stratégies nouvelles à la floridienne, comme De Santis le fait, où finalement il n'a pas peur d'affronter Disney, il n'a pas peur de lancer des procès en recours collectif pour se battre contre les entreprises wokistes ou pour se battre contre les tentatives de modification du système électoral qui avait favorisé tel ou tel. Donc il a effectivement, lui, cette capacité à gérer l'appareil d'État pour proposer effectivement quelque chose d'autre. Alors, on est un peu à la croisée des chemins. On est dans une boule de cristal. La boule de cristal ne nous dit pas qui de Trump ou de DeSantis va gagner. A priori, Trump va gagner les primaires. Tout le monde le pense maintenant, encore que ça peut changer. S'il gagne les primaires, gagnera-t-il la présidentielle? Ça dépendra de ce qu'il fera dans ses alliances pour la présidentielle avec les autres candidats. Parce qu'il y a toujours cette capacité à se nuire soi-même dans le camp républicain, alors que les démocrates, comme on le sait, ils ont cette capacité à s'unir entre eux. On pourrait dire que Trump, en 2016, n'avait pas de cadre autour de lui et que maintenant, depuis 2016, il y a eu plusieurs élus républicains qui sont dans la ligne politique MAGA, Make America Great Again de Trump. Mais aussi, on peut dire que DeSantis a un avantage, donc il n'est pas anglo-saxon d'origine, et en Floride, la minorité latino a voté massivement en majorité pour DeSantis, donc pour un candidat républicain anti-woke, ce qui est quand même Oui. une première aussi. Ben, si tu veux, ça, si tu mets le doigt sur une chose qui est très importante, c'est que sur le papier, normalement, des gens comme Trump, DeSantis et quelques autres aussi, là, dans la liste des candidats, représentent l'avenir. Parce que l'avenir aujourd'hui, c'est que paradoxalement, toute la politique d'immigration des démocrates, elle se retourne contre eux. C'est-à-dire qu'avec l'événement du wokisme, les hispaniques, une bonne partie des noirs,
se rassemble maintenant vers un certain néoconservatisme Oui. social, tout en étant un justicialisme sur le plan économique. Donc c'est très intéressant de voir que effectivement la tendance est au soutien multiculturel des tendances Trump ou DeSantis ou proches de Trump et de DeSantis par rapport au reste qui sont eux davantage le parti des très riches blancs et effectivement avec des troupes supplétives qui sont les classes très pauvres des populations noires, mais ça évolue très vite. Alors, il y a ça. On peut dire que Trump, c'est un candidat qui est bon à gagner des primaires. DeSantis, c'est un candidat qui serait bon à gérer la victoire. Si on était dans un système européen parlementaire, on pourrait dire que l'un serait un très bon président et l'autre serait un très bon premier ministre Oui. pour appliquer un plan de redressement économique et social et politique et culturel. La Constitution américaine ne permet pas nécessairement ce genre de combinaison, puisque le président peut partager le pouvoir avec son vice-président, comme Bush l'avait fait avec Cheney, ou peut ne pas du tout partager le pouvoir, et donc là, ça crée des vides, ça peut créer des difficultés. Donc, c'est une des difficultés d'ailleurs de ce système présidentiel américain. Et en conclusion, André, est-ce qu'on pourrait dire maintenant que les astres sont bien alignés pour un changement de régime néo-constitutionnel? Sur le papier, oui. Si les gens sont intelligents, ils peuvent revenir effectivement au principe de base de la Constitution américaine, en la modernisant, certes, mais en changeant tout ce qui a été catastrophique dans cette évolution constitutionnelle, qui était d'abord, je le rappelle, après la guerre de sécession, la tendance vers la centralisation, donc la force du pouvoir fédéral. Après la guerre 14-18, la tendance vers la centralisation et la financiarisation avec la création effectivement de la Banque centrale. La tendance après la Seconde Guerre mondiale vers la centralisation et la fusion avec les lobbies du complexe militario-industriel. Et après Obama, la tendance avec la centralisation socioculturelle de déconstruction. Donc effectivement, il peut y avoir une tendance maintenant de revitalisation de la base vers le sommet en partant des États, remontant vers le fédéral, qui est là pour assurer la défense nationale, qui est là pour assurer des fonctions clés et pas pour gérer le pays au quotidien, parce que ça, c'est le travail des États. Et c'est là la véritable division à l'intérieur des États-Unis. Et s'il devait y avoir un changement de régime, probablement qu'il passerait avec des équipes gouvernementales compétentes, non pas par des manifestations dans les rues qui seraient ensuite traitées de séditieuses, mais par tout simplement la reconstitution des conventions des États qui se réuniraient à nouveau pour rebâtir ensemble à nouveau de nouvelles règles de fonctionnement du gouvernement fédéral et de nouvelles redistributions entre le gouvernement fédéral et le gouvernement des États et de nouvelles normes qui sont fidèles et cohérentes par rapport à ce qui avait été vu au départ par les fondateurs. C'est un projet qui circule depuis des années. Il n'attend plus qu'une équipe capable de le mener. Alors c'est vrai que c'est pas Trump ou Ivanka Trump ou Jared Kushner qui pourront le mener, ni les équipes des shows télévisés de Trump. Mais comme tu dis, il y a de nouveaux gens maintenant qui travaillent autour de Trump, qui peuvent éventuellement parvenir à bâtir quelque chose de reconstructif, comme ça, de positif, parce que ça, c'est du positif. DeSantis pourrait être au premier chef l'un d'entre eux, quitte à ce qu'il devienne président plus tard. Mais ça veut dire qu'effectivement, il faudra prendre du recul et il faudra effectivement arrêter peut-être d'avoir l'esprit revanchard en disant on m'a volé l'élection, je vais la regagner. Parce que ça, je crois que regagner l'élection pour aider les Américains à reconstituer leur pays et leur cadre constitutionnel, oui, ça c'est positif et les gens suivront. Et à ce moment-là, les électeurs indépendants, les gens des faubourgs et des banlieues qui sont des banlieues aisées qui avaient lâché Trump en 2020 ne le lâcheront pas s'ils ont confiance dans ce désir profond de réunifier le pays. Ben, alors, on va arrêter là, André. De toute façon, je pense qu'on reviendra sur les États-Unis pour toutes les primaires et bien entendu pour les présidentielles en 2024. Je rappelle que le lien de ton livre est dans le champ de description.
Je rappelle à nos éditeurs de nous aider et de nous soutenir. Merci et à bientôt.